Nous en étions donc restés aux journaux télévisés de la 5. C'est quand même un gros coup. Et chose surprenante, habituellement, ce genre d'intervention, c'est toujours hurlé au ministère. Là, ça a été le grand silence. Quelque temps après, une petite information dans le quotidien Le Monde qui revient sur le procès en diffamation qui nous a été intenté à Michel Asselineau et moi, et puis quelques informations sur l'état actuel à ce moment, notamment sur l'implication des politiques. Le ménage s'est poursuivi au syndicat des pilotes de ligne, entre autres et surtout grâce à mon affaire parce qu'elle permettait de démasquer facilement ceux qui jouaient double jeu. Et puis à nouveau un préavis de grève de la section Air France du syndicat national des pilotes de ligne pour qu'on me restitue ma licence qui m'avait été à nouveau retirée et que je sois réintégré à Air France. Ce préavis de grève a été déposé dans les mains du ministre Jean-Louis Bianco. Même si la presse n'en fait pas état, on le voit à la lecture des documents syndicaux, y compris un communiqué de presse. La grève a eu lieu, mais elle n'a pas produit de résultat. Michel Asselineau a refusé de parler, il était injoignable, donc il n'a rien dit. L'association des victimes, elle aussi, d'un seul coup, elle était injoignable, ses dirigeants étaient injoignables, ils n'ont rien pu dire. Et puis mon avocat, maître Christian Charrière-Bournazel, mon avocat principal, lui aussi a refusé de parler et il a laissé un de ses collaborateurs dire à quelques journalistes qu'il n'était pas trop au courant, que l'affaire était peut-être plus complexe, que bon, bref, un sabotage complet de la part de ces gens-là. Cette grève a donc eu lieu et elle a coûté très cher à l'État. Air France, c'était l'État à l'époque, et donc elle n'a produit aucun résultat malheureusement. Un mot sur les ragots qu'on a fait courir, selon lesquels on m'aurait fait des propositions, même des propositions mirobolantes. En fait, on ne m'a strictement rien proposé. On a essayé de me faire signer un accord léonin par lequel je me remettais à des tiers sans savoir ce qui m'était réservé. Pour clore le débat là-dessus, voici une lettre d'un avocat qui est particulièrement significative sur ce point, qui soulève les points de droit qui montraient l'impossibilité de donner suite à cette affaire, et le syndicat lui-même précise ce qu'il en était. Il s'agissait des accords déjà qui auraient été proposés en 1991. On voit que le syndicat lui-même indique que tout cela était complètement bidon, pour employer une expression triviale, et qu'il était normal que je ne donne pas suite à ce piège. Les temps sont de plus en plus durs pour moi, et quelque temps après, Michel Asselineau, qui curieusement n'avait strictement rien dit au moment de cette grève, ça aurait pourtant été le moment de parler, publie un livre en octobre 1992, un livre très brouillon où on trouve tout et son contraire, mais où quand même certains faits sont révélés, et il me dédicace son livre, me s'empare de son soutien et de son amitié. On verra ce qu'il en sera par la suite, c'est assez écœurant. Tous ces événements ont quand même pour effet qu'en Alsace, on continue à suivre le dossier, et on verra en novembre et décembre 1992 deux articles de presse dans les dernières nouvelles d'Alsace qui mettent en cause Louis Mermaz, ce qui me vaudra un procès en diffamation de la part de Louis Mermaz, très intéressant. Louis Mermaz perdra son procès en première instance, il sera débouté, il fera appel. Alors il faut bien voir que j'accusais ni plus ni moins le ministre Mermaz d'être impliqué directement dans les falsifications, notamment d'avoir couvert, donc d'être complice au sens de la loi, et d'avoir même participé, parce qu'il y aurait eu deux faux enregistreurs au départ, d'être impliqué directement, personnellement, au sens de la loi, dans les falsifications des enregistreurs de vol. L'accusation est grave, donc il est débouté en première instance, il a fait appel, et l'affaire arrive en appel au moment où sort mon livre, dans lequel je reviens sur l'ensemble des événements, dans lequel figurent de nombreux documents techniques, et tout est incontestable. On trouve notamment toutes les preuves des falsifications et autres bidouillages et mensonges. On trouve beaucoup de PV de l'instruction, et ceux qui montrent que
Mermaz a manifestement transporté des faux enregistreurs, ou si ce n'est lui, il avait lui des bons, et c'est le directeur général de l'aviation civile qui a transporté des faux entre l'Alsace et Paris. Toujours est-il qu'au moment de la sortie du livre, le ministre a préféré se désister. Voici la décision de la Cour d'appel qui le constate. C'est une belle victoire qui aurait mérité, à défaut des applaudissements de la foule, au moins une dépêche de l'agence France-Presse. Or, l'agence France-Presse fera silence, et sur l'issue du procès Mermaz, et sur la parution du livre, alors qu'elle avait fait état de ma mise en examen quand Mermaz a déposé plainte, qui est normalement couverte par le secret de l'instruction. On verra qu'à partir de maintenant, l'AFP se comportera un petit peu comme l'agence TASS, j'aurai l'occasion d'y revenir. Ma situation matérielle est dramatique. On me fait des procès, pour autant on les perd, mais la sortie du livre me voudra 2 nouveaux procès en diffamation, et ce malgré le fait qu'on essaye toujours de me faire passer pour fou. Très curieusement, on fait des procès en diffamation, c'est pas très cohérent. Bref, malgré ma situation dramatique, j'arrive à faire face parce que mes dossiers sont solides, il suffit de lire le livre, c'est à s'arracher les cheveux, et on va voir par la suite des choses phénoménales s'agissant de fausses licences de pilote de ligne données à Michel Asselineau et des choses comme ça. Personne ne peut être dupe. Enfin, ce livre donnera donc lieu à 2 poursuites, à nouveau une plainte du ministre des Transports. Cette plainte échouera là encore devant la solidité des faits et manifestement la réticence de certains juges à trop se plier, à trop en faire dans le sens de la raison d'État pour massacrer un pauvre pilote de ligne que je suis. L'État est obligé de se désister. Voici donc 2 articles de presse qui montrent bien que l'État se désiste. Et un deuxième procès a eu lieu sur une plainte du juge Guichard, et qui donnera lieu à des événements très intéressants, excessivement intéressants, puisqu'on va revenir sur Mermaz. Il s'agit donc du second procès visant mon livre, sur plainte du juge Guichard. Et donc, dans le cadre de ce procès, j'ai demandé à Mermaz de venir s'expliquer sur le procès que lui m'avait fait, et dans lequel il s'est désisté de manière pitoyable, il faut bien le dire. Je voulais qu'il vienne s'expliquer pour qu'il dise pourquoi il fait un procès à un fou, et pourquoi ensuite il se désiste quand le fou lui met toutes les preuves sous les yeux. Donc, voici une première lettre que j'adresse à Louis Mermaz, qui est restée sans effet. Une seconde lettre pour lui demander de venir témoigner. Dans le même temps, il y a des audiences relais, ça vient en audience, c'est reporté, etc. Et Mermaz fait le mort, ne veut absolument pas venir. Bref, les choses deviennent un petit peu menaçantes. Les juges aussi aimeraient bien avoir un petit peu du soutien, peut-être. Et donc, finalement, Mermaz va envoyer une lettre qui est à pleurer de rire. Mermaz envoie donc cette lettre pour expliquer au tribunal que finalement il n'a rien à dire. Il m'a fait un procès en diffamation, il se perd alors que il est abandonné au moment où j'ai publié mon livre, et j'ai oublié de le préciser, dans le livre je reviens sur le procès qui était en cours et je maintenais mes accusations contre Mermaz en disant le procès arrive en appel, je maintiens mes accusations contre lui. C'est à ce moment-là qu'il s'est désisté. Quel aveu! Eh bien Mermaz envoie une lettre pour dire que finalement il ne souhaite pas venir s'expliquer sur les raisons de son désistement. Qui peut encore croire qu'il ne s'agit pas d'une grosse affaire d'État dans laquelle le ministre Mermaz est impliqué? Alors voilà, peu de temps après, en février, à une semaine d'intervalle, 2 articles coup sur coup qui font état de 2 fausses licences qui ont été délivrées à Michel Asselineau. Il s'agit de faux en écriture publique, tout est motivé, les facsimilés figurent, la signature de l'un des faussaires figure même sur le document, Bernard Paléret. Chose très curieuse, ces gens-là n'ont jamais été poursuivis, c'est contre moi qu'on va continuer à s'acharner, on ira même ensuite jusqu'à m'enfermer en prison pour tenter de me faire taire. Alors qu'on a ici sous les yeux des fausses licences de pilote de ligne données à un pilote en France et personne ne poursuit. Les faussaires, c'est quand même assez hallucinant, c'est la France d'Airbus. Malgré ces faits de plus en plus énormes et qui ne laissent plus aucune place au doute sur les falsifications, les mensonges et sur les raisons de l'acharnement dont je suis victime, le silence s'est petit à petit instauré dans les médias jusqu'au jour où on a vu
apparaître un article dans Le Figaro. On a jeté un des protagonistes en prison, un pilote. Il ne s'agit pas d'un des faussaires, de ceux qui ont établi les fausses licences, qui ont magouillé, falsifié, etc. Non, c'est moi qu'on a jeté en prison parce que il faut absolument me faire taire. Le motif prête à sourire, j'aurais menacé. J'aime bien le titre de l'article au conditionnel. Quand on lit l'article, c'est farci de contradictions, c'est n'importe quoi. On ne sait pas vraiment d'où vient, on ne sait pas du tout d'où vient l'accusation ni quoi. On y apprend que l'État m'a rendu ma licence, mais que je serais fou. Contradiction que le journaliste n'a même pas vue. Et d'autres événements du même tonneau. Bref, on apprend que je suis jeté en prison. J'enverrai quelque temps après un droit de réponse au Figaro, très gentil, pour lui signaler très gentiment toutes les erreurs qui ont été commises. Le Figaro ne fera rien, on ne daignera même pas me répondre. Plusieurs fois j'adresserai cette note au Figaro, je n'aurai jamais la moindre réponse. Je suis donc en prison depuis le début du mois de mai 1998, sans aucun acte d'instruction, sous une accusation farfelue. Le juge d'instruction ne procédera jamais au moindre acte d'instruction. Dans le même temps, on apprend que des experts suisses d'un institut réputé, un collège d'experts, conclut à un trafic de faux enregistreurs. Ça donne lieu à un article dans Le Monde et un peu partout dans la presse. Je transmettrai ces articles au juge d'instruction ainsi que le rapport des experts lui-même qu'on m'avait fait parvenir en prison. Je transmettrai tout ça au juge qui n'en tiendra absolument aucun compte et qui me maintiendra en prison. 4 mois de détention provisoire sans aucun acte d'instruction. Et pire encore, alors que le maximum est de 4 mois, compte tenu des peines que j'encourais, le parquet a demandé et le juge a donné un délai supplémentaire de 2 mois qui est exceptionnel, qui normalement doit être nécessité par l'enquête. Or, aucun acte d'instruction n'aura lieu. Dans le même temps, je ne cessais de répéter au juge, regardez tous les éléments du dossier, je suis en prison parce qu'on veut me faire taire. Pire, arrivé au délai de 6 mois, comme je n'avais toujours pas craqué, le juge a obtenu d'un expert véreux, Bricou, parfaitement connu au palais de justice de Paris, c'est d'ailleurs le seul qui écrira avoir décelé des troubles mentaux chez moi sur une quarantaine de psychiatres consultés tout au long de cette affaire. Je serai envoyé en unité psychiatrique pour malades difficiles. Je passe les détails, 500 places en France au total, c'est de la torture ni plus ni moins dans un centre d'État. Juste un exemple, quand on voit des photos de prisonniers à Abu Ghraib avec des excréments sur le visage, tout le monde crie à la torture. C'est ce que j'ai vécu en France. L'univers dans un centre pour malades difficiles, c'est quelque chose de terrible, c'est affolant. Enfin, les 9 psychiatres que j'y ont vus ont tous constaté l'absence de troubles. Certains m'ont même félicité en disant si vous avez tenu 2 mois dans ce milieu sans réagir, on ne se fait aucun souci sur votre bonne santé mentale. Bref, après ces 2 mois de torture qui faisaient suite à 6 mois de détention en prison, j'ai été libéré, j'ai retrouvé la liberté après que les psychiatres unanimes et en faisant des procédures accélérées m'aient fait sortir en constatant l'absence de troubles, et ça donnera lieu ultérieurement à un article rédigé par des journalistes courageux qui d'ailleurs n'ont jamais été poursuivis. Je précise que cet article a été transmis à tout le beau monde judiciaire, à tous les juges qui ont eu à en connaître, qu'il s'agisse des enquêtes sur les accidents d'Airbus, ceux qui s'occupaient de mon affaire. Ça a été également transmis à l'AFP, etc. Personne n'a semblé vouloir réagir. Bref, au milieu de tout cela s'est déroulé le procès en Alsace, le procès de l'accident de Absheim, où tout le monde a bien pris soin de me tenir à l'écart, c'est-à-dire que Michel Asselineau n'a jamais estimé utile de me faire citer comme témoin, mon nom n'a jamais été prononcé. Les dirigeants de l'association des victimes se sont eux aussi, très curieusement, bien gardés de citer mon nom. Bref, pendant que je disparaissais, qu'on m'enfonçait, qu'on m'enfermait, qu'on me torturait, on a fait un procès complètement bidon, un procès de Moscou, un simulacre de procès dans lequel Asselineau ne s'est pas défendu, les dirigeants de l'association des victimes ont fait un petit peu de figuration sans plus. Bref, on a donné le change et puis voilà,
Asselineau a accepté une condamnation sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir parce qu'il a eu des contreparties. Il serait fastidieux de multiplier les faits parce que finalement la suite c'est un perpétuel renouvellement de ce genre de mésaventures, donc je me contenterai ensuite des événements les plus marquants, les plus forts, et on verra que ce sera de pire en pire. L'acharnement se poursuit, à nouveau des enfermements en prison, à nouveau en prison, et chez les fous, etc. Parce qu'il faut vraiment me briser par tous les moyens. Dans le même temps, on verra que Asselineau obtiendra une très belle place à Air Libre avec la complicité de dirigeants syndicaux et autres, Jean-Charles Corbet dont on a beaucoup parlé. La carrière du président, du vice-président de l'association des victimes de Absheim et les bénéfices qu'il en a tirés sont aussi très appréciables. La suite sera donc plus dense avec seuls les événements marquants, mais on verra que ceux-ci sont encore plus forts que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. C'est possible, oui, oui, on pourra le constater. Surtout depuis et malgré la création de mon site en août 2004.